Ou aussi vous appréciez le sentiment du travail bien fait lorsque vous passez devant votre piscine et que l'eau est claire et limpide. Quelle sensation agréable lorsque l'on contemple sa piscine et que l'eau est belle. La satisfaction de pouvoir en faire profiter toute sa famille. La seule ombre au tableau, c'est que pour en arriver là, vous dépensez beaucoup d'argent. Entre les produits d'entretien, les factures d'eau, d'électricité, les pannes matérielles. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous aider à réduire vos dépenses. Imaginez-vous au bord de votre piscine, l'eau est claire et limpide, toute votre famille en profite, et cerise sur le gâteau, cette année, vous avez réduit votre budget. Vous y êtes? Ce que je vous propose dans cette vidéo, ce sont 5 conseils professionnels pour vous aider à réduire votre budget sans consacrer plus de temps à l'entretien de votre piscine et sans concession sur la qualité de l'eau. C'est parti! Afin de réduire votre budget, nous allons tout d'abord identifier les différents postes de dépenses. Donc il y a 4 postes de dépenses principaux. Les produits d'entretien, l'eau, l'électricité et les pannes mécaniques. Nous allons voir comment garder une eau limpide en réduisant vos dépenses dans chacun de ces domaines. Il peut être très tentant d'acheter vos produits en grande surface. Le pH+, le pH-, le chlore, c'est pratique. Vous faites votre course, vous prenez le seau dans le rayon piscine, vous le mettez dans votre caddie et le tour est joué. Et en plus, en grande surface, c'est moins cher. Mais on va se rendre compte en prenant un petit peu de recul que acheter vos produits en grande surface, c'est pas forcément une si bonne idée que ça. Donc pour illustrer mon propos, j'ai acheté 2 seaux de pH-. J'ai fait le test également avec d'autres produits et on arrive au même résultat. Le premier seau de pH- de 5 kg, je l'ai acheté en magasin spécialisé et j'ai comparé le tarif dans 3 boutiques différentes et en moyenne ça coûte 15 €. Le seau numéro 2 que j'ai acheté en grande surface, également, j'ai comparé dans 3 grandes surfaces différentes, j'ai fait la moyenne et on arrive à un prix moyen de 17 €. Donc la première surprise, c'est qu'en magasin spécialisé, le pH- est moins cher qu'en grande surface. Donc bien sûr, c'est à relativiser, il faut comparer chez vous. Mais étant donné qu'on achète souvent des produits, je pense que c'est vraiment intéressant de faire la comparaison de tarifs entre les grandes surfaces et les magasins spécialisés. Maintenant qu'on a comparé les prix, on va s'intéresser au produit en lui-même. Du pH-, c'est du pH-. Eh bien pas tout à fait. Si on lit les étiquettes, on remarque qu'avec le produit numéro 1 de magasin spécialisé, il faut 150 g pour augmenter le pH de 0,2 pour 10 m3 d'eau. Alors qu'avec le seau numéro 2, il faut 100 g pour augmenter le pH de 0,1 pour 10 m3 d'eau. Donc 200 g pour augmenter le pH de 0,2. Et donc là, on commence à se poser des questions. Puisque 150 g du produit numéro 1 ont le même effet que 200 g du produit numéro 2. Donc si on fait un rapide produit en croix, on se rend compte que le seau de 5 kg du produit numéro 1, il faudra un seau de 6,6 kg du seau numéro 2 pour avoir le même effet. Et donc il est passé où mon kilo 6 qui manque? Déjà que le seau numéro 2 était plus cher, et en plus ils ont dilué le produit. 1,6 kg, ça représente 30% d'un seau de 5 kg. Donc il nous manque 30% de produits. Rendez-vous compte, on va maintenant s'intéresser à un troisième point, l'efficacité du produit. En général, j'ai remarqué qu'il était beaucoup plus compliqué d'équilibrer une eau et de la maintenir équilibrée avec un produit bas de gamme. Je n'ai pas de données chiffrées pour affirmer ça, mais c'est un retour d'expérience que j'ai eu et qui a été confirmé par mes autres collègues qui nettoient également des piscines. Et enfin, le dernier point, très pragmatique, c'est quand on compare le produit en lui-même. Dans le seau numéro 1, c'est une poudre qui est très friable, qui va être facile à doser, facile à déverser dans le bassin et donc qui va agir rapidement. Alors que dans le seau numéro 2, le produit a tendance à s'agglomérer, donc ça va être beaucoup plus difficile à doser et quand on va le mettre dans le bassin, il va agir moins rapidement parce qu'il va mettre plus longtemps à se dissoudre. Donc maintenant que vous avez ces informations, je vous invite à faire attention aux produits que vous achetez car c'est l'occasion de faire de belles économies. Et après avoir vu comment gagner de l'argent sur l'achat des produits, nous allons voir comment les utiliser de manière optimale pour en consommer moins. Pour utiliser moins de produits, l'enjeu c'est de garder l'eau de votre piscine équilibrée. Quand la chimie est correcte, on a besoin de beaucoup moins de produits pour la maintenir stable. Ce qu'il est important à vérifier, c'est le trio gagnant. Le TAC, le pH et le taux de chlore.
Donc le TAC, c'est le taux d'alcalinité. Et maintenir un taux d'alcalinité aux alentours de 100 ppm, ça permet de stabiliser le pH. Donc de mettre moins de pH+, et moins de pH-. Et quand le pH est stabilisé aux alentours de 7,2, à son tour, il rend le traitement de l'eau plus efficace, que ce soit du chlore, de l'oxygène actif ou du brome. Et par exemple, chez certains de mes clients, en faisant attention à maintenir un taux de pH assez stable aux alentours de 7,2, on a pu passer de 3 à 1 galet de chlore par semaine. Quand l'eau est stable, elle a tendance à le rester. Mais si un facteur bascule, par exemple si le pH diminue, il va baisser de plus en plus rapidement. C'est exponentiel. Donc pour utiliser moins de produits, il est beaucoup plus intéressant de faire toutes les semaines des petites corrections que d'effectuer des grosses corrections une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. En conclusion de ce point numéro 2, je vous invite à contrôler la chimie de votre eau toutes les semaines. Une fois qu'on a pris l'habitude, c'est très rapide, votre piscine s'en portera mieux et votre portefeuille également. Maintenant qu'on a vu les produits, on va s'intéresser à l'eau de la piscine. Pour réduire le budget de l'eau, quelles sont les options qui s'offrent à nous? Tout d'abord, je pense qu'il faut éviter de vider inutilement l'eau du bassin. Donc évitez de trop prolonger les rinçages du filtre à sable. Mais si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous êtes déjà conscient de ça. Ensuite, pour limiter l'évaporation de l'eau, on peut toujours mettre une bâche quand on part en vacances, mais ça reste dérisoire. Et enfin, du niveau des factures de l'eau, ça va être également compliqué de faire quelque chose puisque le prix de l'eau est fixé par la municipalité. Donc on peut difficilement consommer moins d'eau et on ne peut pas payer l'eau du robinet moins cher. La solution qui s'offre à nous, ce serait de récupérer l'eau de pluie ou d'aller la puiser dans la rivière, dans un forage ou dans un puits. Et c'est assez tentant, ça nous ferait faire de belles économies. Si on ne pousse pas la réflexion un petit peu plus loin, c'est une solution qui paraît idéale. Mais attention aux complications. L'eau du robinet est traitée et filtrée, de sorte que quand vous remplissez votre piscine avec l'eau du robinet, il vous suffit ensuite d'ajuster le pH, l'alcalinité, le taux de chlore et le tour est joué. En remplissant votre piscine avec de l'eau de pluie ou de l'eau de forage, vous allez apporter beaucoup de sédiments et donc l'eau va se troubler. Il va falloir procéder à une forte flocculation pour espérer que l'eau se clarifie à nouveau. Et donc ça va faire travailler votre filtre à sable, les sédiments vont se loger dans le sable et il va falloir procéder à de nombreux rinçages. Ensuite, vous allez apporter également des micro-organismes. Il va falloir surveiller la chimie de votre eau de très près car elle va être assez instable au début. Par exemple, on sait que l'eau de pluie est très acide et donc il va falloir mettre beaucoup de pH+, pour que votre eau soit équilibrée et ça va vous coûter une petite fortune. Et maintenant, même si vous avez une petite piscine, disons 20 mètres cubes par exemple, ça fait tout de même 20 ml d'eau. Donc si vous avez des réserves d'eau naturelle, je vous invite à les garder pour arroser votre jardin, vos légumes seront contents. Simplifiez-vous la vie, remplissez votre piscine avec l'eau du robinet, elle va se remplir en une fois et vous savez que vous pourrez équilibrer votre eau sans complications inutiles. Selon moi, le meilleur moyen d'économiser de l'eau, c'est premièrement de vous assurer qu'il n'y a pas de fuite au niveau du local technique, que ce soit sur la tuyauterie, la filtration ou la pompe. Également, prenez le temps d'observer s'il n'y a pas de petits trous dans votre liner, car même si ce sont des micro-fuites, c'est une quantité très importante d'eau qui part et dont il faudra renouveler. Ensuite, je vous invite à entretenir votre piscine de manière régulière, car tant que l'eau est propre et claire, il y a peu d'eau à rajouter dans la piscine pour la maintenir à niveau. Mais par contre, si votre piscine commence à verdir ou à se troubler, vous allez devoir faire des longs backwash. C'est une quantité importante d'eau qui s'échappe et il faudra la remplacer. Ce point visait à éviter de vous faire perdre du temps et de l'énergie dans des mauvais calculs. La prochaine astuce concerne vos factures d'électricité et on va vraiment faire des économies. Pour réduire votre facture d'électricité, nous allons nous intéresser à ce qui consomme le plus, c'est-à-dire la pompe à eau. Sa mise en marche et en arrêt est contrôlée automatiquement par un programmateur. Et il est important de vérifier que la pompe tourne suffisamment dans la journée pour que votre eau reste propre et limpide, mais qu'elle ne tourne pas trop, car c'est totalement inutile pour la filtration de votre eau et cela consomme de l'électricité pour rien. Pour savoir combien de temps faire fonctionner votre pompe à eau par tranche de 24 heures, il est recommandé de mesurer la température de l'eau et de la diviser par 2. Par exemple, si vous avez une eau à 24 degrés, on vous préconisera de faire tourner votre filtration pendant 12 heures par jour. La température de l'eau divisée par 2, c'est une référence, c'est ce qu'on préconise. Mais en réalité, cela dépend de la forme de votre bassin, du volume de votre bassin, de la puissance de votre pompe. Donc ce que vous pouvez faire pour réduire le temps de filtration à partir de là, c'est d'essayer d'enlever 1 heure de filtration par jour et d'observer comment se comporte votre piscine.
Si pendant une semaine ou deux vous voyez que l'eau reste claire et qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez de nouveau enlever 1 heure par jour et ainsi de suite. Si vous voyez l'eau qui commence à se troubler ou à se verdir, rajoutez tout de suite 1 heure et traitez votre piscine. Dans tous les cas, ne baissez jamais le temps de filtration en dessous de 7 ou 8 heures par jour. Et vous allez me dire, d'accord Simon, mais dans tout ça, combien je gagne? Pour calculer la consommation d'un appareil électrique, on utilise le kilowattheure. En France, en 2020, en moyenne, le kilowattheure coûte 15 centimes d'euros. Et en moyenne, les pompes à eau consomment 0,75 kWh. Donc si vous arrivez à réduire votre temps de filtration de 1 heure par jour, vous gagnerez en moyenne 40 euros par an. Et si petit à petit vous arrivez à réduire votre temps de filtration de 3 heures par jour, c'est 120 euros d'économie annuelle. Étant donné que la température de l'eau joue un rôle important dans le développement des algues, et donc sur le temps de filtration quotidienne nécessaire, pendant les intersaisons, quand la température descend, nous allons pouvoir réduire considérablement le temps de filtration. Vous savez que certains lacs de montagne restent transparents toute l'année, c'est car les algues ne se développent pas en dessous de 10 degrés. Et donc en hiver, nous allons pouvoir réduire au minimum le temps de filtration quotidienne. Et à l'inverse, en été, quand les chaleurs remontent, il va être important de rajouter 1 ou 2 heures de filtration pour éviter que l'eau ne se trouble ou ne verdisse. Si vous ne savez pas comment régler votre minuterie, en dessous de cette vidéo, dans la description, je vous ai laissé un lien vers une autre de mes vidéos dans laquelle je vous explique en détail et pas à pas comment bien paramétrer votre minuterie. À présent, nous allons parler des pannes. Les piscines sont équipées de beaucoup de matériel qui risque de tomber en panne ou de présenter des défaillances. Le risque ne sera jamais de zéro, mais il y a quelques bonnes pratiques à suivre pour limiter les risques. Alors, que peut-on faire pour éviter les casses? Avant tout, évitez de forcer sur le matériel. Donc avant de manipuler une vanne, que ce soit une vanne d'admission ou la vanne multivoie, prenez le temps d'éteindre la pompe, ça évitera la surpression dans les tuyaux. Également, pour éviter que la pompe ne force trop, procédez régulièrement à un backwash. Si votre filtre à sable est encrassé, vous allez voir la pression sur le manomètre augmenter, et donc c'est signe que votre pompe force inutilement, et donc qu'elle va s'user prématurément. Également, procéder à des backwash réguliers permet à votre sable de garder sa capacité filtrante un maximum de temps. En rappel, avec le point numéro 2, je vous recommande de bien contrôler le temps de filtration de votre pompe. Car en effet, si elle fonctionne 8 heures par jour, elle s'usera de manière beaucoup moins prématurée que si elle fonctionne en continu. Si vous avez une piscine au sel, je vous recommande de mesurer le taux de sel régulièrement, environ 1 fois par mois, car s'il est trop élevé ou trop bas, votre cellule risque de s'user prématurément. Pour ce qui est de l'utilisation des produits chimiques, notamment le pH+, ou le pH-, qui sont très acides ou très basiques et qui peuvent endommager les plastiques et les joints et donc créer des fuites, je vous invite à vous référer à la notice d'utilisation du produit et à ne jamais verser ces produits-là directement dans le skimmer, mais dans le bassin. Et enfin, dernier point, surveillez le titre hydrométrique de l'eau environ 1 à 2 fois par an. Le TH, donc le titre hydrométrique, on appelle ça également la dureté de l'eau. Et pour faire simple, c'est le taux de calcaire qu'il y a dans l'eau. Donc une eau qui est trop douce, donc pas assez calcaire, elle va avoir tendance à attaquer les plastiques, le liner, la tuyauterie, les joints, et ça risque de faire des fuites. A l'inverse, une eau qui est trop dure, donc trop calcaire, va créer des dépôts dans la pompe, peut encrasser votre filtre à sable, et elle va durcir votre liner qui risque de se fissurer à terme. Il existe dans le commerce des produits pour augmenter ou réduire la dureté de l'eau. Nous avons fait le tour des points essentiels pour réaliser des économies sur votre budget piscine. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à réaliser des économies. N'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous motivera à réaliser les prochaines vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque la prochaine vidéo sera publiée. Après avoir vu comment économiser de l'argent, je vous invite à consulter ma vidéo qui vous explique comment garder une piscine limpide toute l'année et sans effort. Car si votre piscine reste propre, vous économiserez du temps, des dizaines d'euros en produits de rattrapage d'eau et des centaines de litres d'eau que vous n'aurez pas utilisés pour rincer votre filtre à sable. Je vous invite également à télécharger ma formation gratuite qui regroupe mes meilleurs conseils. Je vous dis bonne baignade et à bientôt!